notre ami Disney. Donc, j'ai préparé tout ça. Donc déjà, pourquoi je me suis intéressé à Disney? Parce que en fait, c'est une entreprise assez complète. C'est-à-dire que en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ils ont ce qu'on appelle une flywheel, c'est-à-dire en gros, chaque élément de leur business va renforcer les autres éléments de leur business. Par exemple, ils ont, je sais pas, genre ils font des films, et après ils vont vendre des objets en rapport avec les films, et après ils vont vendre, je sais pas moi, des BD, des jeux vidéo, n'importe quoi. Et en gros, bah voilà, c'est ça en gros. Vous avez compris. Par exemple, ils vont faire un truc Star Wars, parce qu'ils ont acheté Star Wars en fait. Et, vont faire un film, mais la plupart de leurs revenus, ça provient pas des films en fait. Ça provient de, je crois que ça provient des produits dérivés, c'est-à-dire des objets, etc. Donc voilà, je vais faire un peu une analyse. Bon, là c'était une analyse en fait qui n'est pas poussée jusqu'au bout parce que je me suis rendu compte que quand j'étais, on va dire, à un quart de mon analyse, eh bien, je me suis rendu compte que c'était pas si intéressant que ça en fait. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai spoilé un peu. Euh, Par où commencer? Donc déjà, les avantages concurrentiels, je me suis dit, bah, c'est une grosse boîte qui a beaucoup de franchises que les gens ils aiment bien. C'est un peu comme une marque en fait, c'est-à-dire que les gens ils vont, s'il y a un nouveau film Star Wars qui sort, ils vont aller le voir parce que c'est Star Wars en fait et qu'ils aiment bien Star Wars. Donc c'est ça leur avantage concurrentiel. Si il y a un, c'est leur propriété intellectuelle en fait, principalement. Et après, bien entendu, ils ont des technologies, bonnes technologies, comme par exemple, ils ont racheté Pixar qui fait des super trucs niveau technologie. Et donc voilà, ils peuvent avoir aussi des avantages concurrentiels là-dessus. Déjà, on va parler du CEO. Donc moi, j'ai lu le livre, un livre qui écrit par l'ancien CEO de Disney, et il explique un peu aussi Disney. Donc ça m'a aidé, je pense, à comprendre l'entreprise et à comprendre la façon de fonctionner de Disney et aussi à. Je pense que l'ancien CEO, pour moi, c'est quelqu'un de confiance. Et il a nommé aussi le nouveau CEO récemment, Monsieur Chapek, ici. Donc, je pense c'est un point positif pour Monsieur Chapek, c'est qu'il a été nommé par l'ancien, et l'ancien, je lui fais assez confiance, en fait, on va dire. Voilà. Donc déjà, première chose, on a parlé des dirigeants, en fait. Donc en gros, il y a eu un problème avec le Covid et les dirigeants, ils ont baissé leur rémunération. Pour Chapek, il reçoit 50% de sa récompense sur des bases de performance et il est payé en actions en fait. Et donc en gros, comme je l'ai dit, chaque dirigeant a accepté de réduire temporairement leur salaire euh, à cause enfin à cause du Covid quoi. Donc ça c'est voilà, c'est plutôt bien. Je pense que c'est des mecs de confiance. Enfin, en tout cas, Chapek, c'est un mec de confiance. Donc voilà, ici c'est comment ils sont payés. Ils sont payés. Ça c'est leur niveau de performance. Ils sont payés à 70% sur des mesures de financement. Enfin pas de financement, mais du prix de l'action en fait. Et à 30% sur des contributions sur des objectifs plus précis. Voilà. Ils sont payés en options, en stock. En stock, c'est en action. Et ça, c'est basé sur la performance, en fait. 50%. Donc après, on peut se dire aussi que ça peut être intéressant d'attendre que le Covid il se termine parce que pour voir comment Chapek il a géré dans cette situation difficile afin de se faire plus d'informations sur le CEO.
Après, il y a un truc qui est assez important que j'ai remarqué, c'est que le pourcentage de portefeuille vendu par chaque personne, par chaque dirigeant, est en augmentation. Donc c'est-à-dire qu'ils vendent de plus en plus d'actions en fait. Donc ça c'est assez louche. Donc là on a par exemple pour Bob Chapek, ici là, hop, que j'ai pris sur un site d'ailleurs. Je sais pas si on peut faire ça. Ah merde. Là on voit que il a augmenté ses ventes. Je sais pas si on peut le voir là. On peut zoomer un peu, voilà. Ça c'est Chapek, c'est issu du site sur lequel j'ai récupéré les informations. Donc ah merde, on voit pas. Attends, s'il y a celle ici ou pas? Withdrawing exercise, non. Bizarre. Ouais, en gros, il a... Ah non, non, non. En fait, Chapek, en fait, le truc, c'est que il a vendu ses actions récemment, en fait. Il en a vendu pas mal, en fait. Donc là, on voit qu'il en a vendu pour 1 335 000 dollars. Et ça représente une bonne partie de ce qu'il avait. Donc on peut se dire que c'est assez bizarre. Enfin, c'est pas forcément, ça peut être pour plein de raisons, mais c'est pas forcément, je dirais, une bonne chose. C'est plutôt un signe mauvais, quoi. Même si c'est pas forcément mauvais. Mais donc là c'est sur le site en fait. Là on peut voir Disney. En fait c'est ce site-là que, enfin j'ai regardé les gens qui vendaient ici là. Et il y en a 4 sur 5 qui ont augmenté leur vente d'actions. Donc, c'est-à-dire si on regarde depuis 2018, 2017, enfin, voilà, ils ont augmenté leur vente. Et là, en plus, il y a le CEO qui a vendu récemment. Donc, ça met un peu la puce à l'oreille, en fait, que c'est pas très très bon. Mais après, c'est pas le seul argument, on va voir plein d'autres arguments. Attendez, des zooms, je peux pas. Non, bah, c'est pas grave. Attends, c'est comme ça. Ouais, voilà. Donc après, j'ai vu qu'il y avait son fils, le fils à Chapek, qui travaillait dans l'entreprise. Il a été promu directeur du film Thor. Ce qui est bien, c'est que là, il n'a pas été placé immédiatement, donc il a tracé son chemin dans l'entreprise. C'est un ancien... Ah oui, là on parle de Chapek. En fait, Chapek, c'est un ancien de Disney. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a eu un diplôme en microbiologie, donc c'est quelqu'un qui est assez multidisciplinaire. Et il peut y avoir des similitudes entre la microbiologie et Disney, même si comme ça on dirait que non, mais parce que la microbiologie finalement c'est des organismes en fait, et Disney c'est un ensemble de propriétés intellectuelles quoi. Donc et puis enfin je sais pas, j'aime bien quand les gens ont quand les gens sont multidisciplinaires quoi. Ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc il a travaillé sur les films Disney, après il a travaillé sur les DVD, les cassettes, et après là on a des témoignages de gens qui disent que c'est quelqu'un qui réduit les coûts dans tous les coins. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment ce qu'on veut avoir comme information, on veut un mec qui réduit les coûts. Et voilà, il y a pas mal de gens qui disent que des bonnes choses de lui. Alors aussi l'entreprise depuis qu'il est arrivé, elle a fermé plus de 20 une chaîne internationale. Et en gros ils vont étendre leur streaming. Voilà. Il a créé un service de streaming qui s'appelle Star et qui vont avoir des contenus communs avec ABC et FX. Voilà, voilà. Alors là, c'est l'ancien, enfin le CEO de Walmart qui dit que il se rappelle avoir marché avec Chapek et il a dit que c'était quelqu'un qui investissait le temps et l'énergie pour aller dans les détails et qui prend du temps pour les clients, concentré sur les clients en fait,
qui prend du temps pour comprendre, etc. Donc il y a beaucoup de choses positives qui est dit sur lui. Pas par n'importe qui en plus. Donc il a travaillé au parc en 2015 et en 2020 à Disney en fait. Donc après il y a plusieurs choses intéressantes sur cette entreprise à savoir, c'est que 70% de l'argent est réinvesti dans les parcs. Donc dans les thèmes, les attractions, les bateaux là, les bateaux pour de croisière. Voilà. Alors après, Disney, ils ont aussi 50% de. Ils possèdent 50% euh, de quelque chose qu'ils ont vendu, je sais pas trop ce que c'est. Ils ont 20% dans 78, 30% dans Tactile Sky Limited, 24% dans Vice. Vice, c'est j'ai regardé, c'est un truc pour les jeunes, un petit magazine, enfin un site. Donc en gros, Disney, c'est un grand groupe qui a pas mal de trucs. D'ailleurs, je vais détailler après, juste après là. Donc là, on voit la principale de leurs revenus qui proviennent des charges des clients, des ventes. Ça, c'est de la pub en fait, c'est-à-dire que sur leur chaîne, ils vont leur faire de la pub et ça va leur rapporter de l'argent. Après, il y a des fonds affiliés. En fait, ça, c'est comme par exemple, ils vont donner un film, ils vont diffuser un film sur une chaîne et après, la chaîne, elle va leur payer de l'argent pour avoir le droit de diffuser ce film en fait. Et d'ailleurs ça c'est des frais qui vont diminuer avec le DTC service de Disney. Donc le DTC c'est le Direct to Consumers. Et en gros c'est à dire que au lieu de diffuser sur les chaînes, ils vont faire Disney Plus et ils vont diffuser directement aux clients. Donc faut garder à l'esprit que ça va faire aussi diminuer leurs frais affiliés quoi. Voilà, et après ils sont aussi dans le sport, donc ils ont des droits, ils ont des droits sur les sports. Voilà, après leurs frais opérationnels, c'est principalement pour la programmation et les coûts de production. Et voilà, ils ont pas mal de dépréciation avec les parcs, je suppose. Enfin, je sais pas, ils ont pas mal de dépréciation. Voilà. Donc, ils veulent étendre. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans Disney, c'est que ils ont une boîte en fait qui s'est adaptée en fait. Ça j'aime bien. C'est-à-dire ils sont pas restés sur leur laurier. Ils ont continué d'évoluer en rachetant Pixar qui avait une meilleure technologie que eux quoi. Et en rachetant, ils ont vraiment ils ont vraiment avancé à chaque fois. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont créé Disney+. Moi, je trouve que c'est un bon move à faire parce que en fait Disney+, ça leur permet de diffuser directement aux clients en fait leurs programmes. Et ils ont un avantage comparé à Netflix parce qu'en fait leurs programmes ils sont déjà créés en fait et ils n'ont pas à en recréer d'autres. Enfin, ils vont en recréer d'autres, mais je veux dire, ils ont beaucoup de programmes déjà qui ont bien marché, qui peuvent, ça peut attirer des clients à Disney Plus en fait. Je sais pas si vous m'avez compris quoi. Voilà. Après, t'as aussi pas mal de revenus autres, mais ça c'est négligeable comparé au reste. Donc t'as Hulu, c'est aussi une chaîne un peu comme Disney Plus, qui a approximativement 37 millions de subscribers. Et l'entreprise a 67% de possession dans Hulu. Bon, après, ils ont vendu pas mal de trucs. Là, je vais pas détailler. Ils ont pas mal de possessions, enfin ils dirigent, enfin, ils possèdent plusieurs entreprises liées à leurs opérations, par exemple en Inde, qui leur permet de diffuser en Inde leurs trucs Disney, quoi. Intéressant sur Disney, voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est la flywheel, c'est-à-dire en fait, chaque élément du business va renforcer les autres, quoi. Donc par exemple, ils ont des parcs, ils ont
Donc voilà, les gens vont aller dans leur parc et ça leur procure des revenus récurrents, ce qui est une bonne chose en fait. Ils sont assez, je veux dire, c'est les leaders là-dessus, quoi. Il n'y a pas vraiment de concurrents. Et ça demande beaucoup d'investissement de créer un parc. Donc eux, ils ont déjà des parcs qui sont construits, qui leur apportent des revenus. Ça, c'est une bonne chose, quoi. J'aime bien. Après, ils ont des musiques issues de leurs films. Ils font aussi des vêtements, enfin, ils font des associations, par exemple, je sais pas si vous avez vu avec H&M, moi j'ai vu ça avant qu'il y ait le Covid, enfin pendant le Covid, voilà. Vous avez vu des t-shirts Disney et tout ça. Après, ils ont des télés, comme j'ai dit, avec ABC, Fox, machin. Ils ont des trucs de théâtre en fait liés à Disney en fait, c'est-à-dire que ça va être des comédies musicales ou des chants ou des trucs comme ça en fait. Ils ont des bateaux de croisière et en fait chaque partie va se renforcer. Les gens qui vont, je sais pas, voir le théâtre de Frozen, c'est un truc de Disney, ils vont aller à Disneyland pour voir l'attraction Frozen et après ils vont regarder les films et voilà, tout ça va s'auto-alimenter, ce qui est une bonne chose. Et après là, ils vont augmenter le nombre de jeux vidéo parce que en fait avant ils avaient un partenariat, par exemple prenons l'exemple de Star Wars, ils avaient un partenariat avec Electronic Arts et ils ont étendu ce partenariat, donc ça je pense que c'est une bonne chose parce que ça leur permet putain la caméra elle bug, ça me saoule. Attendez, je vais retirer la caméra du coup. Voilà, faut que je trouve un moyen. Donc ça leur permet en fait je disais Star Wars en fait par exemple. Qu'est-ce que je disais sur Star Wars? Du coup, je suis perturbé. Oui, ils vont augmenter leur nombre de jeux vidéo, donc ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'éditeurs qui vont faire des jeux Star Wars. Et j'ai vu dans le tas, ils vont faire un partenariat avec Ubisoft qui est pour faire un open world en fait. Je sais pas sur ceux qui connaissent le jeu vidéo. Ça, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il c'est vraiment, il y a des bons éditeurs et je pense que c'est bien de faire des partenariats avec eux parce qu'ils savent ce qu'ils font plutôt que de créer les jeux vidéo soi-même, quoi. Parce que c'est un secteur assez compliqué en fait. D'ailleurs, on peut le voir avec Marvel. Récemment, ils ont lancé un jeu. Ça marche toujours pas la caméra. Ok. Ils ont lancé un jeu Marvel qui a un peu foiré. Donc on peut voir que c'est pas un milieu facile en fait. Mais je trouve ça bien pour moi c'est un élément positif qu'ils fassent plus de jeux vidéo. Donc maintenant parlons de Disney Plus en fait, parce qu'après ça va nous permettre d'imaginer un peu combien on est prêt à payer. Donc Disney Plus, en 2021, tu as 100 millions de subscribers, d'abonnés, et en 2024, ils prévoient d'en avoir 230 millions. Donc on va partir sur ces chiffres. Donc là, ce qui fait un abonnement annuel, c'est à peu près 95 dollars multiplié par... qu'est-ce que j'ai fait 95 dollars multiplié par 100 millions, pardon, ça fait 9,5 milliards de dollars bruts. Donc là, il y a des frais évidemment que je n'ai pas mis, mais on va rester positif pour voir si là on va partir d'un scénario positif, donc voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que les chiffres sont bons, mais c'est juste pour voir si ça correspond après avec le prix auquel on va payer l'action en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, enfin je sais pas si vous voyez, mais c'est compliqué, hein, mais bref. Et en gros là, en 2024, du coup ça leur fera 21,8 milliards de dollars bruts. Donc on va dire en 2030, parce que nous, pour la DCF c'est le total de cash généré par l'entreprise qui va nous permettre de déterminer le prix, eh bien on fait nos prévisions comme vous pouvez le voir. Non, c'est pas ici. Ici, voilà. Jusqu'en 2030. Donc nous, on va prendre 2030. Donc je pense que si on considère que ils auront, on va dire, 1 milliard, dans le meilleur des cas, ce serait exceptionnel s'ils ont 1 milliard d'abonnés. Je vous dis, on prend des chiffres positifs, hein. Eh bien, enfin des chiffres positifs, des chiffres optimistes, je veux dire. Eh bien, ça leur fera à peu près 100 milliards de dollars. Bon, on va dire 50% de marge. On va leur dire que ça leur fait 50 milliards de dollars. Donc retenez bien ce chiffre.
Bon, après, tu as ESPN, ça c'est pour le sport, et Hulu, on va pas, parce que c'est assez négligeable, donc on va pas le prendre en compte dans les calculs. Là, c'est Sony, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait une analyse de Sony après. Donc là, en fait, grâce à ça, on va pouvoir analyser. Ici, je vous ai fait une DCF, magnifique DCF. Donc ça, c'est les cash flows de l'entreprise. On va partir des cash flows pour déterminer le prix, en fait. Donc ça, c'est le scénario normal. Donc, ah oui, mais avant, il faut que je vous montre quelque chose, en fait. Voilà, c'est ça. Aussi, ce qui est important, voilà, c'est les chiffres de Disney, en fait. On voit que le revenu est en augmentation, même si il diminue, blablabla, voilà. Mais ce qui est important ici, ça va être le ROE. On voit qu'il est en augmentation ici, donc ça, c'est une bonne chose. Mais là, il est en diminution depuis 2018. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que là, en fait, la dette, ça c'est la dette, en fait, depuis 2014, c'est en milliards de dollars. Là, si on regarde depuis 2018, on est passé de 23 à 58, donc on a multiplié quasiment par 3 la dette long terme en fait. Donc la dette a été multipliée par 3, et le ROE, normalement quand la dette elle augmente, le ROE il augmente aussi, mais là, enfin, il a diminué. Donc nous on veut un ROE qui augmente, donc là il augmentait, c'était pas mal. On veut une dette basse en fait, combinée, on veut que ce soit combiné aux deux. Si la dette elle augmente, ça veut dire que le ROE, en fait, c'est plus facile d'augmenter son ROE avec une dette qui augmente. Je rentre pas dans les détails. Alors que là, je veux dire, c'est négatif pour le ROE et en plus c'est négatif pour la dette. Donc ça, c'est un argument assez négatif là-dessus. En plus, je vois pas trop dans quoi ils investissent tout ça. Mis à part là, on a vu que 70% étaient investis dans les parcs d'attractions. Donc, en plus, les parcs d'attractions, c'est un domaine dans lequel je m'y connais pas trop. Mais ouais, pourquoi pas. Mais bref, ça, donc vous voyez, ça c'est des arguments forts. La dette qui augmente, le ROE qui n'augmente pas, qui ne suit pas. En plus, ça en combiné avec le fait que le top management ils vendent leurs actions. Et donc là, c'est le free cash flow, c'est-à-dire l'argent disponible en gros. Et on voit la croissance, j'ai marqué la croissance. Et là, si on fait une moyenne, on arrive à peu près à 15% de croissance du free cash flow. Donc c'est pour ça que dans la DCF, donc dans l'analyse, en fait la DCF, comme je dis, ça permet de déterminer en fait le prix qu'on est prêt à payer grâce au futur cash flow qu'on estime que va produire l'entreprise en fait. Et là on prend moi j'ai pris ce qu'on appelle un discount rate. En fait ça c'est un taux en fait que on peut prendre n'importe quel chiffre, mais en fait ça nous permet de déterminer, moi je prends 10% en fait, ça nous permet de prendre en compte le temps passé, c'est-à-dire qu'un investissement qui nous rapporte rapidement va être privilégié à un investissement qui nous rapporte très tard en fait. Et c'est ça permet de prendre en compte cet aspect temps dans l'investissement en fait. Donc bref voilà. Donc en gros là, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on prend le free cash flow de base. Donc là j'étais gentil, j'ai pris le free cash flow de 2020. Après celui de 2021, je crois qu'il est inférieur. Mais bref. Et on a, donc vous voyez, je prends des trucs comme positifs, enfin des, comment on dit, quand on voit le verre à moitié plein là, et pas à moitié vide. Je sais plus comment on dit, punaise, ça m'énerve. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Optimiste, voilà, optimiste. Et bien, voilà. Donc là, on estime une croissance de 15%. Comme on l'a vu, si la croissance continue à ce rythme-là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner tous les trucs là. Et on va soustraire le discount rate. Discount rate, c'est pour tenir en compte le temps. En gros, ça veut dire, le discount rate, ça veut dire, là, on va prendre 4, là, on part de 3,5, on a une croissance à 15%, on est à 4,03. Et donc là, on va réduire de 10%, on arrive à 3 machin. Et donc en gros, on va additionner tout ça en fait. Enfin, ça va prendre en compte ça. Et après, le multiple, ça va nous permettre de déterminer le prix. Si on estime par exemple que l'action, elle va avoir le multiple, ça va être
le price earning ratio, donc le bénéfice par action, enfin, non, en gros, ça va être le prix par rapport, enfin, le bénéfice par rapport au prix de l'action, en fait. Le PI ratio, en fait. Je vais détailler ça dans une autre vidéo dans laquelle je vais mettre le lien, qui s'appelle la DCF, en fait, que je vais faire, en fait. Mais en gros, ça nous permet de calculer, en gros, le prix. Bon, voilà. Donc là, dans le cas normal, on arrive à une valorisation de 116 milliards. Donc ça, c'est la capitalisation optimale. Et si on prend un cas plutôt encore plus optimiste avec 20% de croissance, donc là, oui, là d'ailleurs, j'ai pas dit, c'est 15% dans les 5 prochaines années et 15% dans les 5 à 10 prochaines années. Là, si on prend 20% dans les 5 prochaines années et 17% dans les 5 à 10 prochaines années avec un PI ratio terminal à 20, on arrive à une valorisation à 181 milliards de dollars de capitalisation. Et ça, c'est le scénario plutôt pessimiste. On arrive à 56 milliards de... Vous voyez les chiffres ici. On arrive à 56 milliards de capitalisation. Voilà. Et après, donc là, si on considère que la probabilité que le scénario normal se passe est de 0,2, la probabilité que le meilleur scénario se passe est de 0,2 et que le pire scénario, la probabilité est de 0,6, on arrive à une capitalisation de 93 milliards de dollars. Bon là, je vais pas faire ça, je vais prendre le cas le plus normal en fait. Donc on arrive à 116 milliards de dollars de capitalisation. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé de Disney+, en fait, on a dit que on allait générer, dans un cas scénario extrêmement positif, 50 milliards, on prend même pas, on considère que tout l'argent généré est gagné, même si c'est faux, mais ce qu'il y a, c'est que on peut se dire aussi que ça va contribuer, par exemple, s'il y a des abonnés Disney+, ça va contribuer à ce que les gens aillent dans les parcs. Du coup, voilà, on prend ça en compte pour dire, et je me suis dit, bon, on va prendre un scénario positif, on va faire en sorte que, enfin, on va imaginer que l'entreprise, elle récupère tout l'argent des abonnés. Donc vous voyez, c'est extrêmement positif là. Mais ce que je prends comme hypothèse. Donc là, si on ajoute 50 milliards à ça, au cas normal, on arrive à 160 milliards de capitalisation. Ça fait beaucoup, non? Je sais pas, attends, donc 160 milliards. Et là, on va faire Disney stock. Voilà, et là, on voit que la capitalisation de Disney, elle est à 322 milliards. C'est-à-dire, on a pris un cas extrêmement positif pour l'entreprise et on n'arrive même pas à atteindre ce chiffre. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les hypothèses que j'ai prises, normalement, elles ont gonflé ça, le prix qu'on est prêt à payer ici. Voilà. Les hypothèses prises ont gonflé ce prix et j'ai gonflé le prix et en plus donc ça doit et quand on compare avec le prix ici, on s'aperçoit que ça vaut beaucoup moins que ce que pense le marché de ce que pense le marché de Disney en fait. Donc je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros ici si on avait eu un chiffre inférieur à du coup 160, on aurait pu se dire ok c'est pas cher, on peut acheter. Mais là on a un chiffre qui est encore plus gros et qui est on va dire 50% plus gros quoi. Donc, et même avec le cas positif, enfin un scénario encore plus positif, là on ajoute 50 milliards, on arrive à peu près 130, enfin 120, je crois que ça fait 130 milliards à peu près, on n'est pas à quelques dizaines de milliards près, mais 230 milliards, et là si on ajoute par exemple 50 à 180, et là on est à 320 milliards, donc vous voyez c'est vraiment très cher.
Donc, voilà, quand on combine ça avec le fait que les points positifs, enfin les points avec le management qui revend leurs actions, euh, après, bah, on peut se dire que c'est un peu cher, quoi. Voilà. Donc là, en gros, il faudrait que ça baisse de 50%. Donc là, on est à 177. Si on tombe déjà à 100, même à, ouais, voilà, à 85, là, ce serait un bon truc, quoi, un bon achat, je pense. Mais à 100, voire à 100, quoi. On pourrait se dire à 100, ok, pourquoi pas. Mais là, parce que après, nous, ce qu'on veut, c'est une marge de sécurité en plus. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail, mais on veut acheter moins cher que le prix. Donc là, je sais pas, il faudrait que, si on prend ce cas-là, on va dire 160 milliards, il faudrait que la capitalisation, elle soit à 20% moins chère, on va dire à 125 milliards, quoi. Donc il faudrait que le prix, voilà, il soit à 81, quoi. Là, à 81, ici, c'est vraiment intéressant, quoi. Mais voilà. Donc si ça chute, voilà, pourquoi pas, ça pourrait être, pourquoi pas intéressant. En plus, j'ai plutôt confiance dans le management. J'aime bien l'entreprise qui, comme j'ai dit, tous les points positifs tout à l'heure, là, la flywheel et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne entreprise. Maintenant, elle est un peu chère. Euh, Après, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, donc voilà. Après, en plus, vous voyez, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vu que la dette, en plus, elle augmente, que le ROE il diminue. C'est assez risqué, quoi. C'est assez risqué. Et pour les points positifs, bah, je le répète, on a vu des nouveaux revenus, pourquoi pas avec les jeux vidéo, avec la Flywheel, quoi, avec les Disney+, une entreprise qui s'adapte, ça c'est un point positif. Voilà. Mais après, je vois pas non plus trop de nouveaux revenus qu'elle pourrait générer, quoi. Mais après, je pense que, enfin, après là, encore une fois, faudrait, là, je me suis arrêté à l'analyse ici. Après, il y a évidemment l'analyse de, comment il s'appelle, Philippe Fischer, qu'on pourrait faire avec vraiment une analyse du marketing, des employés, de tout bien. Mais là, je le fais pas parce qu'on voit que c'est vraiment trop cher, quoi. Donc on n'a vraiment pas de marge de sécurité, quoi. À la limite, si on tombe à 100, 100 ici, là, à 100 et 120 par exemple, ou voilà, ici, 130, je pourrais me dire, est-ce que ça vaut le coup? Et là, du coup, on fera une analyse plus poussée avec les employés, avec la recherche en développement, on irait plus loin, quoi. Mais là, pour l'instant, j'ai préféré me concentrer sur d'autres des analyses d'entreprises un peu plus intéressantes, quoi, un peu moins chères. Et en plus, là, avec le Covid, on peut se dire, bah, on attend, comme ça, on voit comment le management gère la situation. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien attendre et regarder comment ça se passe avant d'agir. Et faut pas être trop pressé, quoi. Donc voilà, pour tous les arguments que j'ai sortis ici, même si je trouve que c'est une super boîte et c'est pour ça que, enfin, je veux dire, la stratégie, parce que Disney, c'est une entreprise, ça fait des années que, enfin, elle existe depuis super longtemps, donc elle a mis en place les stratégies de Flywheel, comme je vous ai dit, c'était prévu depuis le début par le créateur Walt Disney lui-même, quoi, en 1923, comme on peut le voir ici. Donc voilà, c'est une entreprise qui, voilà, j'ai bien, bonne entreprise, mais trop chère et je préfère attendre, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais fait une petite bêtise la dernière fois. Enfin, du coup, pour vous, c'est sur la même vidéo. Mais en gros, moi, j'ai dit en fait que là, en fait, quand j'ai déterminé le cash flow, euh, comment dire, en fait, Disney+, j'ai dit, ouais, ça rapporte 50 milliards en 2030. Du coup, on ajoute 50 milliards à la capitalisation et tout. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, c'est juste en 2030. Après, il y a aussi les revenus de genre 2021, 2022, 2023, 2024, etc. jusqu'à 2030. Et quand on additionne, ça fait beaucoup plus que 50 milliards. Donc ça revoit vraiment tout en fait. La capitalisation, j'étais tombé sur du 100, je pense, ou sur du 150, je sais plus trop le chiffre, pour la capitalisation optimale, c'est-à-dire la capitalisation que moi j'estime bonne. Alors que là, en fait,
ça change tout en fait. Ok. Donc là en fait, là ici c'est les revenus de Disney+. Enfin c'est les revenus, on va les mettre ici les revenus de Disney+, voilà. Et en gros, là on est à 9,5 en 2021. Parce qu'il y a 100 millions de subscribers et l'abonnement annuel il est à 95 dollars. D'ailleurs c'est un dollar ici je pense. Et du coup là en fait eux ils prévoient là ici ils prévoient d'avoir 230 millions de subscribers, ce qui ferait 21 milliards, mais moi mes prévisions sont un peu plus faibles parce que on fait des prévisions, donc là je suis tombé parce qu'en fait j'ai mis une croissance de 24%. Voilà, on prévoit un peu en dessous. Je pense que c'est un bon chiffre. On n'est pas vraiment à faire des trucs précis, mais voilà. Et là, après 2024, j'ai dit, ouais, on va avoir une croissance de 10%. Donc là, la croissance des subscribers, elle va diminuer, ici, jusqu'à 2030, quoi. Donc en gros, ça veut dire qu'en 2030, on aurait, selon moi, à peu près, c'est approximatif, mais genre 330 millions de subscribers, sachant qu'en 2030, j'ai regardé sur internet, on serait 8,5 milliards, donc ça représente 5%, non? Enfin bref, je pense que c'est atteignable, surtout pour Disney, ils ont plein de trucs et tout, je veux dire, ils ont Star Wars, machin et tout, ils ont voilà, je pense que c'est atteignable, quoi. Surtout qu'ils n'ont pas encore développé en Asie, trop, en Inde. Enfin voilà, il y a pas mal d'endroits où ils peuvent encore développer, donc je pense que c'est atteignable en 2030, en plus c'est dans très longtemps. Donc voilà. Donc là, ici, après, j'ai mis 10% de marge. Donc en gros, comment j'ai... Donc c'est-à-dire que les revenus de Disney Plus vont générer 10% de cash, en fait. Sur le cash qui gagnent, ils vont en garder 10% pour leur free cash flow, et c'est pour ça qu'après on va l'additionner au free cash flow généré par Disney Plus. Donc comment je me suis basé pour dire ça en fait, c'est parce que je suis allé sur là Netflix, on voit qu'ils ont un operating margin de à peu près 10% là sur les dernières années, un peu moins avant. Et encore ils sont pas, on peut dire qu'ils sont pas encore tout à fait développés parce que plus vous vendez, plus vos marges elles vont augmenter en fait, plus vous avez de clients, plus vous aurez de marge en fait. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Donc je me suis basé sur Netflix. Après, c'était Facebook ça un peu. Non, Alphabet, ouais, non, c'était rien. Je vais comparer avec Alphabet, c'est pas comparable. Mais alors que Disney, ils ont des. Vous voyez, c'est pas comme Netflix. Netflix, ils doivent à chaque fois créer des nouveaux films, etc. et les rajouter dans leur catalogue. Alors que Disney, ils ont déjà plein de films qu'ils ont déjà créés et donc, moi, ça me paraît normal qu'ils aient des marges un peu plus supérieures. Donc, pour moi, 15%, pas, c'est pas inenvisageable d'avoir 15% de marge sur Disney+. Donc, c'est pour ça que j'ai dans le tableau ici, j'ai fait ici là. Vous voyez avec 15% de marge ici. Et là, vous voyez avec 10% de marge. Donc, si on additionne en fait les revenus actuels, la croissance envisagée, avec, les revenus générés par Disney Plus qui seront supplémentaires. D'ailleurs, comme je l'ai dit, enfin je l'ai pas dit, enfin je l'ai dit tout à l'heure, je pense. Là, les revenus de Disney Plus, en fait, ça va être par exemple des anciens trucs, des anciens films, mais du coup, ils pourront pas les diffuser par exemple sur les télés, et du coup, ils auront moins de revenus en fait, paradoxalement, avec Disney+. Vous voyez l'idée? Donc c'est pour ça qu'on peut dire que 10% de marge, pour moi c'est entre les deux, entre 15% et 10% de marge, après c'est approximatif, hein, mais voilà. Du coup, là, bon, je peux vous le faire, hein, comme ça vous allez comprendre. On va placer ça en fait, on va additionner en fait, là, c'est le cash flow ici. Donc avec 15% de marge, ici, on arrive à 472 milliards de capitalisation. Et si on fait, on prend, si on prend, voilà, avec 10% de marge,
Donc ça ici, cette ligne là, c'est les free cash flow en fait. Donc le cash généré, et on va additionner les trucs de Disney Plus avec avec les cash flow. Là vous voyez pas, mais en fait ce qui se passe c'est que j'additionne là ce qui était avant avec ça, puis j'additionne ça avec ça, puis j'additionne ça avec ça, etc. Et après je soustrais et après ça c'est la formule du discount rate en fait, c'est pour tenir compte du temps en fait. C'est-à-dire que quand vous allez additionner ici, ça va rapporter vous allez ça va rapporter moins que ici quoi. Le cash généré dans un an, il est mieux que le cash généré dans 10 ans. Enfin voilà. Bref, après là j'ai pas trop détaillé, mais il faudrait regarder la vidéo sur la DCF que je vais faire. Et du coup là on arrive à 353 milliards de capitalisation. Du coup je me suis dit bon on va prendre entre les deux à peu près. Et bon entre les deux, enfin on va arrondir à 400 parce que là ça fait 50 et là 72 de différence. On va dire 400, donc 400 milliards. Et là on peut voir que si on regarde ça, on est à 321 milliards de capitalisation. Donc c'est en dessous du prix réel qu'on pense que ça vaut. Donc du coup, ça remet en compte tout ce que j'ai dit, en fait, tout mon raisonnement, parce que là, on a un argument favorable et c'est un argument, un bon argument. Donc faudrait revoir plus en détail Disney. C'est potentiellement bien ou pas, ça dépend de beaucoup d'autres paramètres que je n'ai pas encore étudiés et que je vais étudier dans le futur. Donc si vous voulez voir ces paramètres, vous pouvez mettre un like. Et voilà. Ouais. Après aussi, si vous voulez obtenir par mail, quand je trouve une action intéressante, vous pouvez mettre votre mail en dessous, là, il y a un lien. Vous pouvez aller aussi dans le groupe Facebook où je fais mes analyses et que vous pouvez faire les vôtres aussi. Donc voilà. Donc prochaine étape pour Disney, ça va être d'étudier le marketing, les employés, la recherche et développement, comment est investi le capital, etc. Mais je sais pas si je vais le faire tout de suite, donc ça dépend si j'ai beaucoup de likes sur cette vidéo. Non, c'est un prétexte pour avoir des likes en plus. Mais ouais. Mais voilà. Bon voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de la petite précision de dernière minute sur Disney Plus qui était complètement foirée.